Instant décryptage sur Matin d'Éden. Mesdames, Messieurs, auditeurs de la 102.3 et téléspectateurs d'Éden Télévision aujourd'hui, nous allons nous plonger une fois encore dans le monde de l'environnement, parler de la protection, de la préservation de l'environnement. Et justement, il y a beaucoup d'instruments juridiques qui permettent de tracer l'exploitation des éléments naturels, de savoir les utiliser, de contribuer à l'amélioration du cadre de vie. Et c'est dans ce sens que pour régler les problèmes liés à la pollution due aux sachets plastiques, le gouvernement ou la 7e législature qui a fini ce jeudi, qui a laissé place à la 8e, a finalement voté la loi sur la loi contre l'utilisation, la production, la fabrication, la détention, la commercialisation des sachets plastiques non biodégradables en République du Bénin, loi promulguée en janvier 2018, un an après. Quel est le constat sur le terrain? Lutte contre les sachets plastiques non biodégradables. Où en sommes-nous? C'est donc la préoccupation. Quel est le constat sur le terrain? Est-ce que dans les marchés, au bord des artères, dans les maisons, ces sachets ne sont-ils pas revenus encore dans les usages? Puisqu'à un moment donné, on a senti quand même, dès que la loi a été votée, on a senti qu'il y a eu des initiatives au niveau de l'État, du ministère en charge du cadre de vie, l'Agence présidentielle pour l'environnement, les activistes de l'environnement et les initiatives de la société civile. Mais à l'instant où nous parlons, un peu du relâchement constaté, comment peut-on l'expliquer? Pour en parler, j'ai avec vous une personnalité ressource très connue pour ses actions dans le sens de la lutte contre les sachets plastiques non biodégradables, Sandra Idossou, sachet Rilou, c'est bien cela. Elle est avec nous ici et en face de lui, Marcus Koudianoume, journaliste spécialiste des questions environnementales à Océan FM. Sandra, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir fait le déplacement. Merci de m'avoir invité. Et puis c'est un plaisir pour nous de vous avoir ce matin. C'est la première fois que... C'est la première fois et donc justement je ne pouvais pas ne pas honorer. Merci en tout cas à vous. Marcus, bonjour. Bonjour à vous Corneille, bonjour à vous, à nos amis auditeurs et téléspectateurs. Un plaisir pour moi de me retrouver chaque fois, encore une fois sur ce plateau. Et je loue d'abord le travail que vous faites tous les matins. Je vous suis religieusement et beaucoup de professionnalisme, d'analyse et tout. Merci pour le travail. Merci également à vous pour ce que vous faites aussi à Océan FM. Nous suivons aussi Sandra Idossou. Dites-nous d'abord brièvement qu'est-ce qui justifie votre engagement sur ce terrain, la lutte contre les sachets plastiques? Alors, je me suis lancée là-dedans dans cette campagne anti-sachets parce que je n'avais pas vécu au Bénin. J'ai vécu pendant 20 ans dans plusieurs pays en Afrique et quand je suis rentrée au Bénin, j'ai été attristée de voir à quel point le sachet était partout, à quel point inconsciemment nos populations détruisaient d'abord leur propre santé et ensuite leur environnement. Et ne sachant pas quoi faire, je me suis dit, bon, est-ce qu'il faut subir? Est-ce qu'on se tait pour dire de toute façon, le sachet fait partie du quotidien et qu'on ne peut rien faire? Et là, j'ai dit non, parce que la chance, c'est que j'avais vécu dans des pays en Afrique où le sachet n'était pas utilisé. Donc, je me suis dit, si ça a été possible dans certains pays, pourquoi pas ici? Donc, je me suis lancée, je dirais, de façon très naïve en me disant, comme ça parle de santé publique et que ça nous engage, ça concerne tout le monde, on n'aurait pas de mal à amener nos populations à s'engager pour l'éradication du sachet plastique au Bénin. Donc, je dirais, c'est de façon naïve que je me suis lancée là-dedans. Aujourd'hui, presque 2 ans après, c'est devenu le combat de ma vie. Je travaille tous les jours pour qu'au-delà du vote de la loi, que la loi soit mise en application. Ce qui fait que, bon, malheureusement, il y a des jours où on est très démotivé. Il y a des jours où il faut chercher en soi-même de la motivation pour continuer, mais il faut se dire aussi que
on ne peut pas, je veux dire, on aime tellement ce pays qu'on ne peut pas continuer par le détruire. La quantité de sachets que nous utilisons par jour est une abomination. C'est tellement grave que quand vous voyez, par exemple, tout ce qui est jeté dans la lagune, à Tokpa, dans toutes nos villes, on se dit, il faut à un moment donné dire qu'on ne peut pas se taire et il faut agir. Donc, malheureusement. Mais vous avez commencé depuis 2 ans. Oui. Et puis, la loi a été promulguée en janvier 2018. Oui. Aujourd'hui, quel est le constat sur le terrain? Alors, je suis triste de remarquer que après que la loi ait été votée, après qu'on ait vraiment cru que le gouvernement était vraiment pour cette loi, aujourd'hui, je suis triste de me rendre compte que la mise en application peine. Parce que la loi prévoyait, une fois que la loi a été promulguée, la loi prévoyait 6 mois de période transitoire, voilà, où à ce moment-là, les populations étaient sensibilisées, où les commerçants ou les distributeurs trouvaient une solution par rapport à leurs activités, parce qu'on ne leur interdit pas de faire leur activité. On leur demande juste de fournir des emballages qui sont biodégradables. Et donc, 6 mois après, nous, on s'attendait à ce que, effectivement, les choses soient déroulées et qu'au niveau des postes frontaliers, au niveau des douanes, au niveau de la police, que tout ça là soit mis en place et que, 6 mois après, que ça rentre dans les habitudes, en sachant que ça va prendre du temps. Mais si le gouvernement ne fait pas ce qui est prévu par la loi, malgré la sensibilisation que nous faisons, ça n'aura pas de sens. Nous, par exemple, au sein de notre association, nous organisons des éco-runs et donc nous courons, nous ramassons les déchets plastiques. L'idée, c'est de sensibiliser nos populations à ne pas utiliser le sachet ni à ne pas le jeter. Mais le triste constat, c'est que 2 semaines après nos passages, toutes nos rues sont encore salies parce que les fournisseurs continuent. Voilà. Non, c'est surtout, je pense qu'il ne faut pas dire que c'est parce qu'il n'y a pas d'alternative. C'est parce que les anciens sachets sont encore autorisés. S'ils étaient hermétiquement fermés, ou je dirais si les portes étaient vraiment fermées. C'est toujours sur le marché. C'est toujours sur le marché. Aujourd'hui, on voit les noirs. Au début, on ne voyait plus les sachets noirs. On voyait le vert, jaune, rouge. Même si on a abusé de l'ignorance de la population en leur faisant croire que c'était des sachets biodégradables, aujourd'hui, on retrouve même les noirs. Et donc, aujourd'hui, la question que je me pose, pourquoi est-ce que le gouvernement a fait voter cette loi si derrière, on n'est pas en mesure d'arrêter ou de mettre en place la répression? Parce que, vous savez, une population, même si la loi est pour son bien-être, tant qu'il n'y a pas un peu de rigueur, tant qu'il n'y a pas de répression derrière, ça ne va pas marcher. Et donc, voilà. Triste constat. Alors, Marcus Koudianoumé, vous avez suivi les explications de Sandra Idossou dans le combat permanemment contre les sachets plastiques. On a vu juste que la 7e législature a pu réussir quand même ce défi-là avec la volonté politique, parce qu'il faut le dire qu'il y avait des tentatives à 6 reprises, des propositions à 6 reprises qui n'ont pas pu aboutir à l'Assemblée. Depuis déjà 2e législature, la 7e a pu quand même réussir à mettre à disposition de l'État cet instrument juridique pour réguler l'utilisation des sachets plastiques. On a vu juste après ça les autorités réceptionner des cargaisons de sachets plastiques, de sachets biodégradables. Et puis on a vu également des campagnes lancées par l'Agence paysanne de l'environnement. Aujourd'hui, on se retrouve face à ce constat triste. Comment peut-on l'expliquer? Vraiment triste parce que moi, je tire déjà une conclusion. Nous sommes en train d'échouer dans la lutte contre les sachets plastiques non biodégradables. Échouer parce que, je dirais même déjà tout au début, avant même, parce que vous parlez il y a 1 an, Sandra l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire juste après le vote en décembre, il y avait une période de 6 mois. Et cette période courait jusqu'en juillet 2018. Donc, nous sommes en mai 2019, bientôt 1 an. Je trouve que c'est le moment et d'ailleurs très propice pour faire le bilan de tout ce qui s'est passé en réalité. Et parlant de bilan, je me suis rendu compte qu'en réalité, nous nous sommes déjà trompés dès le début. Je prends d'abord le test. Le test en lui-même pose déjà des problèmes. Lorsque vous prenez le test qui a été voté à l'Assemblée nationale, il y a eu déjà amalgame.
au niveau des définitions. Parce que lorsque ça commence par là, sur le terrain, il y aura toujours ces amalgames. Vous prenez par exemple des définitions où on parle de sachets dégradables, biodégradables, oxodégradables. Qu'est-ce que nous constatons? Un sachet biodégradable est un sachet qui se décompose. Parce que lorsqu'on parle de biodégradabilité, c'est-à-dire le sachet s'élimine de lui-même à travers la nature. Il n'y a rien. Voilà. Donc ces sachets biodégradables sont des sachets faits à base d'amidon, de pommes de terre et autres, tout ça, et se décompose de lui-même, le sachet plastique. Par contre, l'autre sachet dégradable, c'est des sachets qui, en réalité, sont faits à base des produits, comment vous appelez? Non, je parle des dégradables. Parmi les dégradables, il y en a qui sont faits à partir des produits pétroliers. Oui. On parle souvent de polyéthylène. Mais on ajoute des substances chimiques qui permettent à ces sachets de se défragmenter. Là, on parle de défragmentation. Ça voudrait dire quoi? Que la défragmentation n'est pas synonyme de dégradabilité. Mais lorsque vous prenez la dégradation, au niveau du test, on a mélangé et sachet biodégradable, qui est dans le lot de dégradables, oxo et autres. Lorsque vous prenez les oxos, c'est les intermédiaires et autres. Donc, déjà, lorsque vous prenez ces amalgames, vous constatez que vraiment, il y a déjà un problème. Vous avez parlé d'un constat sur le terrain. Au départ, vous savez, nous avons des populations qui comprennent les enjeux de développement quand on leur explique de fond en comble ce de quoi il est question. J'ai vu des dames qui s'affolaient au départ, mais à un moment donné, elles étaient prêtes à entrer dans la danse pour se conformer à la réglementation. Il y en a même qui sont entrés dans la danse. Oui, chercher des alternatives. Il y a eu tellement... Je disais que le jeu était tellement bien joué qu'on se dit aujourd'hui... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé en réalité, ce qui s'est passé en réalité, c'est que nous sommes pris à notre propre piège. Comment? Les pays, il y a eu des pays qui ont commencé déjà par expérimenter. Et lorsque vous prenez l'Afrique, les deux pays dont on cite souvent, c'est surtout le Rwanda et l'Afrique du Sud. Comment est-ce que ces pays ont pu arriver à se départir de ces sachets plastiques? C'est-à-dire quoi? Il y a les tests réglementaires de chaque pays et puis il y a des subtilités au niveau de chaque pays. Ces pays qui réussissent souvent, c'est-à-dire c'est l'interdiction de tout sachet. Voilà. De tout sachet plastique. Je ne dis pas de tout plastique. Tout ce qui est plastique, c'est que c'est interdit. Et lorsque c'est comme ça, vous avez la possibilité, la facilité de comprendre. Parce que tout à l'heure, Sandra disait en offre qu'il n'y a pas de sachet biodégradable au Bénin. Je vous assure, il n'y en a pas. Biodégradable, exclusivement fait à base d'amidon, c'est que vous allez chercher fatigué. Parce que le problème, lorsque c'est biodégradable, à 100%, ça coûte plus cher. Le ministère ne sera pas d'accord avec vous. Non, le ministère, c'est la réalité. Parce que le ministère, on a vu des cagaisons. Non, on a vu des cagaisons. On ne peut pas tromper la population. On doit dire ce qui existe. Voilà, j'en venais là justement. Le ministère, en réalité, s'est mélangé les pédales. Franchement, disons-nous la vérité. Parce que j'ai compris que lorsqu'on a amené des cargaisons qui ont été produits depuis l'extérieur. Mais et on a assuré que c'est pour répondre à la demande. C'est pour répondre qu'il y en a en quantité pour répondre à la demande. Mais aujourd'hui, quelle est la situation? Sont passés par où Quelle est la situation? Parce que lorsque vous vous rapprochez des producteurs, par exemple, d'eau en sachet, ils ont des difficultés à pouvoir utiliser ce type de sachets dont nous parlons. Parce que, vous savez, ils utilisent des machines pour perforer et autres. Et le problème, c'est que le type de sachet plastique fait à base de polyéthylène, c'est plus apte à supporter les pressions et autres comparativement à ces sachets. Encore que ces sachets dont nous parlons, qui sont biodégradables, et en réalité, il faut chercher à comprendre, mais est-ce que c'est vraiment du biodégradable? Le problème, c'est que il aurait été plus facile d'interdire les sachets sur
ces formes. Alors, Alors, nous, par exemple, vous êtes oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Nous, oui. notre mouvement s'appelle Sachet Réloué. C'est-à-dire que nous ne sommes pas pour le biodégradable, l'oxodégradable. Nous, c'est non au sachet. Tout simplement parce que, comme il a dit, dans d'autres pays, on a vu comment ça s'est passé. Au Rwanda, j'ai vécu 10 ans au Rwanda, c'est du papier. C'est très simple. On n'a pas à tromper, on n'a pas à expliquer aux gens. Comment le Rwanda a pu réussir? Parce que quand on a décidé que du jour au lendemain, on n'allait plus utiliser les sachets plastiques, on a accompagné les promoteurs pour pouvoir fabriquer localement les industries à s'installer pour pouvoir fabriquer des emballages papier. Et ça, c'est à ça qu'il faut arriver. Tant qu'on ne sera pas en mesure d'exonérer, par exemple, ceux qui fabriquent ce type de papier, de leur accorder quelques avantages fiscaux, évidemment, ils ne pourront pas le faire. Aujourd'hui, je rencontre les jeunes, les quelques promoteurs ici qui proposent des papiers, des emballages papier. Évidemment, ils n'ont pas les moyens de produire de grosses quantités. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on les aide. Tout ce qu'ils veulent, c'est que les banques les accompagnent. Tout ce qu'ils veulent, c'est que l'État les aide. Il y a des jeunes qui sont là, qui veulent proposer du papier. Mais au-delà du papier. Pourquoi vous, ou peut-être vous l'avez fait dans les coulisses, pourquoi dans vos actions, vous ne plaidez pas en faveur de ces jeunes? Moi, je le dis. Moi, partout je passe, je dis que le biodégradable, le fameux biodégradable, ce n'est pas la solution. Ce que je propose, c'est du papier. D'ailleurs, je suis venue avec ça pour montrer qu'au-delà du papier, nous avons d'autres types d'emballage. Le panier, aujourd'hui, avant, nos mamans, quand elles allaient au marché, elles partaient au marché avec du panier. Aujourd'hui, une femme qui va au marché va mettre le piment dans un sachet, le crabe, le poisson. Voilà. Donc, chaque personne qui va au marché revient avec une dizaine de sachets plastiques. Ce que nous proposons, c'est que chacun ait un panier. Au moins, dans un panier, on peut tout mettre et une fois qu'on revient à la maison, ben voilà, en dehors de ces paniers, nous avons des sacs. Ça, c'est juste un tissu local. Il y a des tissus wax. Je veux dire, nous avons des solutions et c'est parce que nous nous focalisons sur le sachet biodégradable que nous avons l'impression qu'il n'y a pas de sachet, qu'il n'y a pas de solution. Dites-moi, avant de vous revenir à vous, Marcus, dans les 6 mois de transition étaient prévus pour que les décrets de mise en application et autres, là, soient quand même, tout soit fait et hurlé. Alors, comment peut-on quand même comprendre que durant tout ce temps, que nous sommes retournés à l'étape initiale, à la case de départ. Vous avez vu déjà, ce changement de comportement se notait déjà au niveau des bonnes dames, surtout dans les marchés, qui spontanément ont commencé à changer de comportement et à refuser parce qu'on leur a dit, désormais quand vous utilisez le sachet plastique non biodégradable, vous irez en prison. Et les femmes ont déjà commencé à changer de comportement. Et surtout, elles ont compris. Mais malheureusement, est-ce que les frontières n'ont pas été... enfin, les consignes n'ont pas été données. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui ces sachets se retrouvent encore en quantité sur le marché? Pour pouvoir apporter de l'eau à votre moulin, laissez-moi vous dire que lorsque vous allez au niveau des bonnes dames, là, aujourd'hui, elles n'exposent plus le sachet plastique. C'est-à-dire, le sachet est toujours en train de circuler dans les marchés, mais elle n'expose plus. Faites le constat, c'est rangé quelque part. Et lorsque vous voyez la boutique de la bonne dame, vous vous imaginez peut-être qu'elle a des sachets. Et lorsque vous vous rapprochez d'elle, c'est qu'elle vous sort ça, elle vous vend ça. C'est déjà la peur qui a commencé à ce niveau-là. Je prends un exemple, c'est-à-dire au niveau des pharmacies, la lutte a été, je dirais que ça a été une réussite au niveau des pharmacies. Nous avons été plusieurs fois à des pharmacies où, lorsque vous prenez vos produits, on vous remet soit dans du papier ou autre, soit on vous les met comme ça. Comme ça, quand c'est un produit, j'ai été payé même pas plus tard hier, du yaourt, on m'a remis un pot de yaourt en main comme ça, j'avais mon contenant, j'ai mis ça dedans. Donc ça voudrait dire quoi? Que ça peut marcher. Tout à fait. Et en oubliant complètement les sachets, il n'y a même pas fait de différence assis à ça. Vous savez, notre problème, c'est l'application des tests dans le pays. Je prends un exemple. Lorsque vous prenez la lutte contre le port de casque, c'est un exemple que je donne très souvent. C'est une lutte qui a porté. Aujourd'hui, faites un tour dans la circulation et dites-moi le nombre de personnes, le nombre de motocyclistes qui roulent dans la circulation sans le casque. Parce qu'à un moment donné, la répression a suivi. Exactement. Et c'est ça ce que nous déplorons. Aujourd'hui, on a parlé de 6 mois. Mais après ces 6 mois, on est resté toujours. Ne vous
surprenez pas de vous constater que les autres sachets que nous avons coutume de voir entre-temps reviennent. Non, parce que je prends un autre exemple. Vous savez, il y a le procureur de Cotonou, Mario Metonou, qui a entrepris une lutte par rapport à l'insalubrité. Et des gens ont été présentés avec des condamnations, je vous assure, mais ça a fait un tic. Et on se dit, mais juste pour des pots d'ordures, est-ce qu'on... Voilà. Même chose au niveau de la pollution sonore. Vous voyez l'esplanade du stade de l'Amitié. À un moment donné, on est allé prendre des DJ, des responsables, des tenanciers de bar. Je vous assure, ça a fait un tic. Je suis passé par là plus tard et j'ai constaté qu'il y avait un calme, quoi. Des tests. Donc ça voudra dire quoi? Que la population n'est pas aussi têtue, entre griffes, réfractaire à ces lois, parce qu'elles comprennent également ce qui se passe. Mais tant qu'il n'y aurait pas une application rigoureuse des lois, je suis désolé, c'est qu'on serait toujours en train de... Mais la question, pourquoi est-ce que la répression n'arrive pas à se mettre en place? Oui, pourquoi la répression n'arrive pas à se mettre en place? Vous savez, nous sommes en période politique, je dis en période de campagne électorale. Oui, tout ça là, le relâchement, tout ça là a contribué. Oui, je pense, parce que les élections... Vous êtes de cet avis? Oui, je pense aussi, parce qu'il n'y a rien qui puisse le justifier. Je pense que, enfin, moi je crois franchement qu'au départ, le gouvernement voulait vraiment que le sachet soit interdit. Voilà. Donc je pense que, comme il le voulait, c'est probablement parce que cette période était un peu, voilà, la crise et tout, ça allait créer une tension. Mais en même temps, on n'a pas fini de gérer la libération des espaces publics. Mais on aurait dû commencer 6 mois tel que la loi le prévoyait. Si on l'avait commencé juste comme la loi le prévoyait, les gens, et comme il a si bien dit, nos populations attendent. Nos populations sont prêtes à changer de comportement. Mais sur toute la chaîne, là où le bas blesse, sur toute la chaîne, la disponibilité des sachets plastiques, des sachets biodégradables, la disponibilité, est-ce que les populations avaient réellement assez? Est-ce que sur le marché, ces sachets existent réellement? Est-ce qu'il y a des industries locales qui se sont spécialisées rapidement pour faire ce type de sachets? Moi, je suis persuadée. On a pris l'option d'importer des sachets biodégradables. Moi, je suis persuadée. Alors, le coût également. Parce que lorsque la bonne dame sait qu'avec 5 francs, elle a un sachet plastique et non biodégradable, et que pour trouver un sachet biodégradable, elle doit peut-être débourser 100 francs ou 150. Vous voyez, il y a cette question qu'on n'a pas pu régler, cette question-là. Au sachet. Au fait, c'est parce que vous pensez au sachet. Voilà. Ne pensez pas au sachet. Dites plutôt une solution alternative. Voilà. Si on dit que le sachet n'est plus là, vous pensez que nos bonnes dames vont laisser leurs enfants mourir de faim parce qu'elles ne peuvent plus emballer leur yaourt, parce qu'elles ne peuvent plus emballer dans le sachet? Elles vont trouver des solutions. Nous sommes un peuple, nous avons des ressources, nous pouvons trouver des solutions. Nous avons des feuilles de bananier, nous avons du teck, nous avons des entrepreneurs qui sont là. Non, je pense que c'est parce qu'on se focalise sur le sachet qu'on se dit que tant qu'on n'a pas de... Donc aujourd'hui, pour vous, il faut quand même revoir la loi et opter pour l'interdiction. Moi, tout de suite, je dis que la répression commence. Si la répression commence, nos mamans qui vendent vont trouver des solutions. Parce que nous avons des solutions à l'interne. Nous avons, vous voyez, l'autre fois, j'ai pris une dame en photo sur la route de Grand Popo, celle qui utilise les paniers là, les paniers à crabe. Ce sont des alternatives que nous avons. Nous ne sommes pas obligés de nous baser sur le sachet qui vient d'ailleurs. Localement, nous avons des alternatives. Et donc, moi, la première chose, c'est que la répression commence. Dès que la répression va commencer, tout à l'heure, il donnait des exemples des pays. Au Ghana, par exemple, on ne vend pas de pure water au bord des routes. Au Ghana, on est passé à la bouteille d'eau. Donc, si vous ne voulez pas, si vous pensez que vous n'avez pas les moyens d'acheter une bouteille d'eau, sortez de chez vous avec une gourde. C'est quand même aussi simple que ça. On ne peut pas vouloir dire oui, bon, parce que les populations ne peuvent pas et donc on les laisse d'abord. Non, il faut être ferme parce que cette loi, c'est pour le bien-être de la société, c'est pour la protection de notre environnement. Et donc, tant qu'on laisse les gens choisir et tout ça, évidemment, on trouvera toujours qu'on n'a pas d'alternative. Pourquoi voter les lois si on n'est pas prêt à les respecter?
ou pourquoi on choisit de respecter des tests dans certains domaines. Vous savez, les politiciens savent respecter les tests dans certains domaines. Quand vous prenez le sujet d'actualité, la charte des partis politiques, quand vous prenez le code électoral, on sait respecter les lois. On sait rester ferme. Voilà, on sait rester ferme. Alors pourquoi, justement, vous avez commencé à évoquer quelques pistes de solutions pour des intérêts, peut-être pour l'électorat je suis désolé de constater que nous sommes en période électorale et ça a contribué à baisser un peu la garde. Parce que, vous savez, les politiques, je ne parle pas de politiciens, mais pas de politique, ils ont en tête que la population, à un moment donné, il faut l'aménager. Sans quoi, c'est que ça risque de se retourner contre soi. C'est ça. Nous avons fini les élections législatives. Bientôt, en 2020, nous avons les élections communales, locales et autres. En 2021, nous avons les élections présidentielles. Je vous assure, c'est que la situation va rester comme telle. Moi, je m'imagine déjà. À un moment donné, il faut rester ferme, vous il comprenez, faut foncer. Lorsque vous n'êtes pas ferme, sans vous soucier de ce que la population... Parce que la population accompagne. Au moment de faire le point, de faire le bilan... C'est plutôt le bilan qui apprécie. C'est ça. Parce que si nous nous retrouvons dans un cadre de vie sain, avec tout ce qu'il faut, finalement, la population comprendra que c'est une très belle action. Mais puisque les gens ont des idées un peu courtes, ils pensent que non, en faisant comme ça, en procédant, ça ne nous arrange pas. Alors qu'en réalité, nous sommes en train de passer à côté. C'est ça la réalité, c'est ça qui plombe les actions. Vous savez pas, vous prenez la libération de la berge lagunaire ou des différentes berges lagunaires. Aujourd'hui, quelle est la situation? On a vu des autorités qui ont promis faire ci, faire ça, mais vous comprenez que c'est toujours le temps des campagnes. Et j'ai discuté avec les cadres, quelques cadres du ministère des cadres de vie qui nous faisaient comprendre qu'en réalité, le ministère est en train de mettre sur pied, parce que lorsqu'on parle de biodégradable, et c'est là où il y a la difficulté, lorsqu'on parle de sachets biodégradables, il faut contrôler pour attester vraiment que ce sachet est biodégradable. Mais pour attester, il faut l'appareillage et tout ça. Mais ça coûte cher. Il faut l'équipement. Non, mais surtout que c'est le ministère qui donne même les agréments. Donc, le même ministère donne les agréments. Le même ministère va contrôler. Le même ministère... Alors que nous avons des frontières poreuses. Et, cher ami, là, comme elle a dit tout à l'heure, d'abord, il faut commencer. C'est déjà un pas qu'on ait il faut réorganiser carrément tout le système. C'est déjà un pas qu'on ait une loi qui permet de situer les uns et les autres. On n'est pas les derniers pays dans la sous-région à avoir voté. La répression d'abord doit commencer. Et juste avec l'évolution, pouvoir recadrer. Quand on constate qu'en termes d'application des lois, il y a des difficultés, on peut procéder à une relecture et recadrer les choses de telle sorte qu'on bannisse totalement les sachets plastiques. C'est vrai que les acteurs même de la politique environnementale, les acteurs ont des difficultés à les avoir. Dans le cadre de ce débat, par exemple, nous avons essayé quand même d'avoir des gens du ministère, ou pourquoi pas de l'Agence béninoise pour l'environnement, mais les tentatives, tout ce qu'on a fait, c'est les difficultés que nous avons. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que la loi prévoit, dans la répression, il y a évidemment des amendes, il y a même des peines d'emprisonnement. L'idée d'avoir ces peines d'emprisonnement, ce n'est pas vraiment parce qu'on a envie d'enfermer les gens, c'est vraiment pour dissuader les gens. Je suis persuadée que si demain, on arrête les gros importateurs, parce qu'ils ne sont pas nombreux, il y a des gens qui se font beaucoup de milliards sur le dos de la santé de nos populations. Si le gouvernement est assez audacieux pour arrêter 3 ou 4 et de leur mettre des amendes de 100 millions, de leur mettre la peine d'emprisonnement qui va avec, ça va arrêter tout net cette commercialisation que nous avons, parce que en réalité, tous les petits vendeurs qu'on a, c'est parce que les gros commerçants continuent à déverser ces sachets sur dans le pays. Et donc, pour moi, la solution est là. On a juste besoin que le gouvernement soit ferme. Et je suis persuadée que nos populations comprendraient. Si c'est parce que le gouvernement pense que, les populations vont mal les prendre et tout ça, je peux les rassurer, parce que moi, je suis en contact avec les populations. Même les bonnes dames, les dames comprennent que quand on vend de la bouillie chaude,
dans le sachet et que les gens viennent manger, c'est de l'intoxiquer. l'intoxication. Voilà. Les gens comprennent. Aujourd'hui, si on interdit, si la bonne dame n'a plus le sachet et qu'on a besoin de prendre sa bouillie, on va venir avec son bol. C'était ce qu'on faisait avant. Si on ne peut pas venir avec son bol, on s'arrête, on prend la bouillie sur place et on continue. Donc, je veux dire, c'est parce que ces sachets sont disponibles qu'on a l'impression que les alternatives peinent à prendre. Donc il faut carrément interdire l'utilisation des sachets plastiques. Mais est-ce que, au-delà de tout ceci, des couacs dans la mise en application de la loi, le respect de la loi, au niveau du changement de comportement de la population et tout, la répression, vous l'avez évoqué, mais est-ce que ce n'est pas le moment d'insister également sur l'éducation environnementale depuis la base en fait? Tout à fait. Oui, l'éducation, j'abonde dans ce sens pour dire qu'il y a une expérience qui a été faite à l'université d'Ahomey-Calavi depuis, je crois, 2010-2011. Bon, je ne sais pas ce que c'est devenu aujourd'hui. Avec le centre Valdera. Oui. C'est toujours propre, il n'y a toujours pas de sachet à l'université. Voilà. Ça marche. C'est un exemple. C'est un exemple. Oui, lorsque vous allez à l'université... Mais justement, pourquoi on peine à quand même non, mais c'est ça, c'est la rigueur. Expérimenter cela en C'est la dehors de rigueur. l'université. Et c'est ça, elle dit. En réalité, lorsque vous allez à l'université, vous voulez payer de l'eau, il y a des bouteilles, même si c'est... Et on vous donne la pipette. Et vous tirez l'eau et vous remettez la bouteille. Aussi simple que ça. Mais ça paye. Donc, il faut des actions du genre. Lorsque vous parlez de l'éducation environnementale au niveau des écoles. Oui, les écoles... Il faudrait qu'il y ait des prises d'initiative au niveau des directeurs pour dire en quelque sorte dans notre établissement, dans notre école, il n'y a pas de sachet. Contrôler les bonnes âmes. Comme ça se fait à l'université où le rectorat décide de faire des descentes surprises sur le terrain. Et lorsqu'on constate qu'en tant que bonne dame, vous avez en votre possession de sachets placés, c'est qu'on saisit votre marchandise, étalage et tout. Et ça a permis à contribuer. Donc, il faudrait qu'on continue parce qu'on ne va pas toujours attendre les politiques. Il faut toujours continuer par sensibiliser dans les écoles et autres, mettre des initiatives sur pied et autres. Maintenant, le piège là, je voudrais faire rapidement une virgule pour dire que, vous savez, en termes de sachets biodégradables là, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans un système capitaliste. Et le système capitaliste, c'est quoi? C'est le profit au maximum, quoi que cela puisse coûter. Au détriment de la Au population. détriment de tout et tout. Donc, dans un tel système, les gens sont en train de réfléchir tout le temps pour contrôler, pour contrer. Parce que c'est des milliards que ça rapporte et c'est des intérêts. Et donc, lorsque vous prenez des sachets biodégradables dont on parle là, c'est juste c'est un leurre, comme on le dit, c'est juste pour tromper la vigilance. Parce qu'en réalité, lorsque on parle de biodégradable, ça n'existe pratiquement En tout cas, ça, on l'a déjà. Et c'est difficile, c'est ça. Donc le piège, parce que le piège, c'est que lorsque nous sommes dans cette lutte-là, et nous disons qu'il y a un continent qui se forme au niveau des océans, il a été prouvé. Il y a un rapport des Nations Unies qui prouve qu'en réalité, lorsque vous prenez ces sachets dont on parle à OXO, il faut une température de 50 degrés pour pouvoir participer à la décomposition. Mais lorsque ces sachets se retrouvent au niveau des océans, là, la température n'est pas à 50 degrés. Ça permet de se déposer au fond. Et donc, le risque est toujours là. Quand c'est fragmentable, c'est qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et donc, le risque est toujours là. Nous ingurgitons toujours ces sachets-là. L'alternative, c'est la suppression pure et simple. Voilà. Et on a des sacs réutilisables une fois pour Tout à fait. Je voulais dire par rapport aux écoles, par rapport à l'éducation. Allez-y. Par rapport à l'éducation, nous allons dans les écoles, nous, pour sensibiliser les enfants. Les enfants comprennent très vite. Ils sont vraiment nos premiers ambassadeurs. Mais dans les écoles, nous avons les vendeuses. Même si nous sensibilisons les vendeuses pour leur dire le sachet n'est pas bon, pour la santé de nos enfants, c'est pas bon de manger dans le sachet. Même si les bonnes dames comprennent, tant que les directeurs d'école, tant que le ministère de l'Éducation ne l'interdit pas, ben ça va continuer. Donc, nous revenons encore au fait qu'à un moment donné, il faut prendre des décisions fermes. Et il faut rester ferme parce qu'on sait quand même rester ferme. On a su montrer qu'on peut rester ferme. Alors, par rapport à la Journée internationale de l'environnement, c'est le 8 juin. Donc, notre objectif, c'est de réunir beaucoup de personnes. En faisant l'éco-running, nous sommes conscients que nous ramassons les sachets 2 semaines après, 3 semaines après, ça se
se salir. Mais notre objectif, c'est de sensibiliser nos populations à ne pas utiliser et à ne pas jeter. Et donc, même si on a toutes les raisons de baisser les bras pour dire, bon, ça ne sert à rien, mais nous, par rapport à l'éducation, c'est un moyen pour nous d'éduquer et de dire à nos enfants, aux populations qu'on ne peut pas jeter dehors. Parce que quand on jette le sachet dehors, ben, il va boucher nos canalisations. Quand il va boucher nos canalisations, il va causer des inondations et c'est nous qui passons dans les inondations. Et quand il y a des inondations, il y a des moustiques, il y a du palu. Donc, c'est vraiment de l'éducation qu'il faut faire. Et c'est pour ça que nous invitons les entreprises à se joindre à nous. Parce que quand on parle des éco-runners, nous aimerions que les entreprises ou les institutions viennent avec l'ensemble de leurs équipes. Si chaque entreprise arrive à instaurer le non au sachet au sein de l'entreprise, c'est plusieurs familles qui sont sensibilisées et éduquées. Et donc, pour nous, l'éco-running, c'est vraiment pour de l'éducation et pour de la sensibilisation. Donc, merci à vous, Sandra Idossou. On aura certainement d'autres occasions pour mener ces débats, puisque nous sommes dans la période des grandes célébrations en faveur de l'environnement. 22 mai, la journée de la biodiversité. Le 1er juin, la journée nationale de l'arbre. Le 5 juin, la journée mondiale de l'environnement. Le 17 juin, la journée mondiale de la lutte contre la désertification. Un enchaînement. Et puis, on a un enchaînement. C'est dommage d'enchaîner tout ça et que le ministère vienne, enfin, qu'on célèbre juste ça en une journée. Ça doit être dans la durée. On aura le temps de vous avoir sur d'autres plateaux beaucoup plus élargis. En tout cas, merci. Merci à vous d'avoir partagé avec nous vos explications, vos expériences, votre constat et les analyses, les propositions par rapport à la lutte contre les sachets plastiques non biodégradables au Bénin. L'option, selon Sandra Idossou et Marcus Koudianoumé. Sandra Idossou, activiste contre les sachets plastiques non biodégradables, et Marcus Koudianoumé, journaliste spécialiste des questions environnementales au CNRFM. Il faut purement et simplement interdire l'utilisation de tout ce qui est sachet ou tout ce qui est plastique. Voilà. Merci d'avoir suivi.